Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre attention à ce nouveau webinaire qui sera dédié aujourd'hui donc à l'optimisation des delta T sur les réseaux de chaleur urbains et sera aussi l'occasion pour nous, pour l'équipe d'Info Chauffage, de vous présenter notre nouvelle gamme de vannes Virtus. Mon collègue Thierry Aubert et moi-même vous ferons la présentation. Je me présente, je suis Frédéric Chirel, donc je suis en charge du développement sur le réseau de chaleur pour Danfoss, et Thierry Aubert qui se présentera juste après, qui est notre expert et responsable technique concernant la partie équilibrage et notamment la partie aussi vanne indépendante de la pression pour les réseaux de chaleur. Alors, avant toute chose, vous aurez la possibilité de télécharger notre brochure qui est attachée donc au GoWebinar, pardon, qui est la brochure Virtus avec un point PDF. Avant de démarrer, enfin bon, on démarre maintenant, c'est de vous présenter un petit peu le portfolio, le portefeuille de Danfoss, puisque ça fait déjà très très longtemps que Danfoss est dans ce monde de réseau de chaleur, notamment avec des régulateurs électroniques qui permettent donc de faire de la régulation, mais également des vannes régulation motorisées, tout un panel de vannes 2 voies, 3 voies. Pour certains d'entre vous, vous savez également que nous fabriquons et sur mesure des sous-stations complètes où on assemble la quasi-plupart des composants sont assemblés sur nos sous-stations. J'isolerai bien entendu le compteur d'énergie et quelques composants et la régulation, puisque on propose bien sûr notre régulation, mais souvent sur des projets, les installateurs préfèrent mettre aussi leur régulateur. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire. Vous avez également des sous-stations toutes préfabriquées qui vont de 100 à 360 kW pour le moment. C'est la petite station rouge que vous voyez à droite de l'écran. Les vannes dont on va parler aujourd'hui, donc les vannes à pression différentielle, et c'est là que Thierry va vous expliquer en quoi consiste justement le lancement de cette nouvelle génération de vannes. Nous avons également des vannes à boisseaux qui sont dédiées pour les réseaux de chauffage urbain, des vannes à boules, des vannes Jeep, vous devez certainement les connaître. Également des échangeurs à plaques, brasés et plaqués joints, et également donc de la partie, ce qu'on va dire software, ce qui est tout reporting de données à travers les réseaux pour pouvoir faire un bon report, bon report des situations à l'instant T des données et comment se comporte votre réseau. Aujourd'hui, on a la problématique sur les réseaux de chaleur, vous le savez tous, on l'avait déjà évoqué lors de précédents webinaires. Aujourd'hui, la problématique, c'est vraiment d'optimiser, c'est ce qu'on recherche, c'est ce que tout le monde recherche, optimiser les delta T. On a des problématiques aujourd'hui de température autour qui sont souvent hautes. Donc aujourd'hui, Danfoss peut grâce à ces produits, soulager cette problématique et vous apporter vraiment la bonne température à l'endroit et souvent dans les stations qui sont le plus critiques. Bien sûr, Danfoss suit l'évolution du réseau de chaleur, c'est important. On est aussi à même à regarder les gestions des sources d'énergie. Aujourd'hui, on vient mettre de plus en plus d'énergie verte dans les réseaux de chaleur. Je veux parler de la biomasse, je veux parler aussi des énergies comme l'éolien, comme la récupération de chaleur qui peut être à travers des magasins, etc., etc. On a besoin aujourd'hui, et c'est un leitmotiv un petit peu gouvernemental et pour nous aussi, de réduire nos consommations. Qui dit réduire nos consommations, dit évidemment un gain économique, un gain énergétique et on protège bien évidemment la planète. La difficulté aujourd'hui dans les réseaux de chaleur, on le sait, c'est les pics et les demandes de puissance journalière à travers l'eau chaude sanitaire, puisqu'aujourd'hui on demande le matin ou le soir des demandes de consommation. Donc aujourd'hui, c'est très difficile à manager ces pics de consommation. Et aujourd'hui, on va, à travers ce webinaire, vous présenter quelques solutions qui permettent justement d'anticiper et de prévoir un petit peu tous ces pics grâce à la vanne Virtus et à nos vannes en général. Bien évidemment, la supervision, il y a beaucoup de supervision, donc on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est important aussi d'avoir une bonne supervision et de pouvoir faire ce qu'on va dire de la prédictif, du prédictif. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue Thierry qui va se présenter pour vraiment commencer la partie technique de ce webinaire. Oui, bonjour, donc je suis Thierry Aubert,
Je suis responsable technique d'Enfos Chauffage, donc sur tout un tas de gammes de produits. Je dirais que mon domaine de compétence, c'est plutôt tout ce qui est débit variable, maîtrise des débits, régulation, autorité, etc. Donc c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc là, je vais couper ma webcam. Je vous montrerai vers la fin encore un petit peu en dernière solution, j'interviendrai et vous me verrez de nouveau. Donc ce qui est intéressant, puisqu'on parle de delta T optimisé, c'est qu'il y a différents niveaux. En l'occurrence, il va y avoir ce qui concerne les réseaux. L'importance des réseaux, c'est que si on arrive à baisser la température de départ, si je parle de chauffage, ou si on est en froid, c'est le delta T qu'on va optimiser. En tous les cas, en chauffage, on aura moins de pertes de chaleur dans les conduites puisqu'on descend la température de retour. On aura également donc un abaissement des débits. En faisant chuter le delta T, on va abaisser les débits. C'est-à-dire que là, c'est au niveau de la consommation de la pompe où on va avoir des chutes. Ensuite, on va avoir une possibilité d'utiliser des gisements d'énergie à plus basse température. Ça, c'est important parce que si vous avez des retours à 80, par exemple, vous ne pouvez pas utiliser des gisements de température à 60 degrés. En revanche, si vous revenez à 50, vous pouvez réintégrer dans le réseau des gisements d'énergie à 60 degrés. Donc, le fait de baisser la température de retour augmente en fait l'usage des gisements à basse température. Enfin, en ce qui concerne la production, puisqu'on va revenir à des températures plus basses, on va dire des meilleurs delta T, encore une fois, si c'est du froid. Température plus basse, là, vous avez directement un impact sur le rendement de production en condensation, en pack, en cogénération. Donc, on voit qu'il y a plusieurs effets positifs de l'optimisation des delta T qui jouent dans tous ces domaines-là. Alors, est-ce que le delta T est réellement un problème? Le tableau, regardez simplement les gros chiffres qui apparaissent en bas. C'est une étude qui a été faite, une photographie d'un site en Suède, une ville en Suède. 135 sous-stations analysées. Sur celle-là, il y en avait 92 qui souffrent d'un faible delta T. Et il y en avait 16 qui avaient des problèmes de pompage. Donc là, on va dire c'est une mauvaise régulation ou une mauvaise autorité ou un mauvais choix de vanne ou vanne surdimensionnée. Donc on voit déjà qu'il y en a une grosse majorité où il y a des problèmes. Et ça, c'est une photographie d'un réseau en Suède. On peut bien sûr imaginer que c'est la même chose dans tous les pays d'Europe, y compris en France. Alors là, c'est juste pour donner des chiffres. Si on regarde à gauche, vous voyez moindre perte de chaleur. Moindre perte de chaleur, vous avez directement ici, je vais utiliser mon pointeur, pardon. On voit à chaque fois qu'on augmente le delta T, on a un gain sur les déperditions de chaleur dans les conduites. On a aussi un gain sur de la condensation, par exemple. À chaque fois qu'on descend le niveau de température, on a des gains sur la chaudière à condensation. Également en pompage, puisqu'à chaque fois qu'on va augmenter le delta T, colonne de droite, on va avoir évidemment une diminution de la consommation, cette fois-ci électrique. Alors on va regarder, je vais vous montrer un outil que j'ai développé beaucoup pour faire de la pédagogie et pour illustrer ce qui se passe sur un réseau de chaleur. Donc c'est un outil Excel, je vais basculer sur mon fichier Excel que vous devriez voir à présent. Donc ce qu'on voit ici, j'ai représenté un réseau de chaleur. Donc on va dire que la production est à gauche. On voit ici. On a donc une pompe, ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect hydraulique, une pompe qui est à gauche à 10 bars, par exemple. Donc on part à 10 bars au niveau de la production. J'ai représenté 4 sous-stations de manière linéaire parce que c'était plus simple. 4 sous-stations équipées de vannes classiques, donc des vannes manuelles d'équilibrage, donc des vannes statiques, et puis des vannes de régulation classiques. À l'instant T, toutes les stations étant équivalentes, toutes les vannes d'équilibrage sont ouvertes, les moteurs sont ouverts. On voit bien que les premières colonnes, les premières branches, la première sous-station a beaucoup plus de débit que la dernière, bien évidemment, puisque là, on n'a pas encore fait d'équilibrage. Alors, on va voir ce qui peut se passer. Là, on voit bien que la branche qui est située tout à fait en bout de réseau à droite est en sous-débit. Donc, ce qu'on peut faire d'une manière assez rapide, on peut dire je vais aller en production et je vais augmenter la pression. Ce que je fais en agissant sur la pompe, je vais monter la pression. Et la conséquence de ça, c'est effectivement que toutes les branches, toutes les sous-stations vont augmenter le débit.
On voit qu'on a obtenu tout à fait à droite, sur la dernière sous-station, le débit requis. Mais on l'a obtenu en augmentant encore plus les surdébits et en augmentant la pression. Donc d'un point de vue énergétique, c'est pas du tout efficace. On voit que le débit total à gauche est 34 mètres cubes par heure dans cet exemple-là, qu'on pousse à 14 bars. On va dire que c'est pas la solution. Si je redescends sur la situation initiale, d'un point de vue hydraulique, je vais vous montrer ce qui se passe. Pour faire un équilibrage, vous savez qu'on laisse les vannes de régulation ouvertes en grand, donc elles sont à 100%. Je vais agir sur les vannes d'équilibrage ici, des vannes statiques. Et regardez, en faisant ça, bien sûr sur la première colonne, je vais diminuer le débit. On voit qu'il y a une interaction avec les colonnes de droite. À chaque fois que j'arrive à régler une vanne à peu près au débit requis, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Là, j'ai réalisé un équilibrage statique à l'instant T. Et vous avez vu que le débit, naturellement, a été atteint à droite tout simplement parce que j'ai supprimé les surdébits sur les premières branches. Et en supprimant les surdébits, on va donner plus de pression différentielle en bout de réseau, donc favoriser les dernières branches. Cet équilibrage statique paraît satisfaisant à cet instant T, mais maintenant on va regarder ce qui se passe lorsque on va fonctionner, on va plus toucher à l'équilibrage. Je vais maintenant agir sur la régulation de température avec les vannes. Regardez ce qui se passe. Par exemple, ma vanne se ferme à 10%. Vous voyez qu'il y a une interaction avec les autres branches. Donc ça, c'est assez problématique. C'est un problème général en hydraulique. Le débit variable va faire que vous avez des variations de delta P sur le réseau. Donc à droite, vous avez eu plus de débit parce que certaines sous-stations sont fermées. Mais la chose la plus importante qu'il faut regarder, la partie en rouge, vous voyez, c'est la perte de charge de la vanne d'équilibrage manuel. La partie en bleu, c'est la perte de charge de la vanne de régulation. Vous voyez que sur les sous-stations où les vannes se sont fermées, il n'y a plus du tout de perte de charge sur la vanne d'équilibrage manuel, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'y en avait pas. C'est toute la vanne de régulation, la vanne de voie, qui se prend tout sur les oreilles. Donc ça, c'est évidemment très, très néfaste. Si on regarde en termes d'autorité, c'est exactement le même schéma. Simplement, sur ce schéma, vous avez vu en bas, j'ai représenté les courbes d'autorité. L'autorité, c'est l'autorité de la vanne de régulation, la vanne motorisée, bien entendu. Je vais refaire exactement la même manip que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais brider mes premières colonnes. Et regardez, j'espère que ce n'est pas trop petit, vous allez arriver à voir l'autorité. Vous allez voir que l'autorité des premières sous-stations, en fait, elle est dégradée. Vous voyez, par exemple, la première, moi je suis un petit peu trop bas, la première a une autorité de 14% parce que j'ai dû brider ma vanne d'équilibrage manuel. Donc là, ça, c'est la complexité de l'équilibrage manuel. Et en plus, c'est pas du tout satisfaisant en termes d'autorité. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir sur cette vue-là. Là, j'ai représenté, on fait un zoom sur une sous-station. Donc, vous avez un échangeur. J'ai mis une vanne de régulation classique en bleu et j'ai mis une vanne d'équilibrage statique en rouge. Le diagramme ici, la courbe noire, c'est le débit en fonction de l'ouverture de la vanne. Donc, plus on ouvre la vanne, là, on arrive à peu près à 16 mètres cubes. À gauche, l'échelle, c'est la delta P. Là, c'est à peu près 80 kPa. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai sélectionné une vanne. Pour l'instant, je me suis dit, je vais prendre une vanne avec un KVS de 25. C'est à peu près ce qu'il faudrait pour que la vanne en bleu ait une perte de charge de 15 kPa, c'est-à-dire la même perte de charge que l'échangeur. Ça, c'est une idée assez répandue de dire, bon, on va mettre la même perte de charge dans la vanne que dans l'échangeur. Mais ça, c'est valable au débit nominal. Sauf que là, on n'a pas le débit nominal, tout simplement parce qu'ici, on a à l'entrée 80 kPa. Et ce qui se trouve qu'on est en surdébit. Vous voyez, on est à peu près à 16. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, là, comme j'ai trop de débit sur ma vanne, je vais brider ma vanne d'équilibrage. Alors, vous voyez en bas le chiffre qui bouge, c'est l'autorité calculée. Et vous allez voir l'autorité représentée par la courbe noire. Vous allez voir que l'autorité, la courbe noire va se dégrader. Plus je bride ma vanne d'équilibrage manuel, plus, bien sûr, je tends vers le débit souhaité maxi. Et ce qu'on voit, je vais y arriver. Voilà, vous voyez, ça descend. Là, je suis à mon débit requis, c'est-à-dire ce qui est en pointillé orange. Voilà. Là, j'ai bien bridé ma vanne d'équilibrage manuel. Pour avoir mon débit à peu près de 10 mètres cubes, c'est ce que je souhaitais. Par contre, l'autorité est de 20%, très dégradée. Et ce qu'on voit bien sur la courbe entre le rouge, qui est la perte de charge de la vanne manuelle, et le bleu, qui est la perte de charge de la vanne de voie, c'est que lorsque je diminue l'ouverture de la vanne de voie, lorsqu'elle régule, eh bien, c'est toujours la vanne de régulation de voie qui va tout se prendre sur les oreilles et donc qui risque de faire de la cavitation, du bruit. Et on voit en l'occurrence que la vanne d'équilibrage statique n'a pratiquement plus aucune perte de charge. C'est comme s'il n'y avait pas de vanne d'équilibrage. Donc, il faut bien retenir qu'une vanne d'équilibrage manuel,
c'est pas fait pour le débit variable, c'est fait pour du débit constant. Donc la solution qu'on utilise, bien entendu, c'est pour rendre la sous-station indépendante, eh ben, c'est un régulateur de delta P, un régulateur de pression. Donc on va dire c'est un équilibrage dynamique sur laquelle on va par exemple fixer sur la vanne de voie qui est en bleu, on va fixer une delta P. Et c'est comme ça qu'on règle un débit en fait sur une sous-station avec une vanne automatique. On règle le ressort ici de manière à, vous voyez, si j'augmente 25 kPa, 30 kPa sur la vanne de voie, j'augmente mon débit bien sûr. Donc le but du jeu, c'est de régler le ressort de manière à avoir le bon débit. Et le résultat, c'est quoi? C'est que vous voyez la partie verte de la vanne d'équilibrage automatique, et bien là, c'est l'inverse de la vanne statique. Plus la vanne de voie se ferme, plus la vanne d'équilibrage automatique, vous voyez, vers les 0,10%, c'est elle qui prend tout en charge. Donc en fait, elle va complètement compenser les variations de pression et prendre en charge toutes ces variations de pression. Donc, ce qui veut dire que la vanne de régulation de voie en bleu fonctionne avec une delta P constante. Donc, c'est-à-dire qu'elle est complètement indépendante des variations de pression. C'est d'ailleurs pour ça, c'est ce qu'on appelle, vue suivante, une PICV, hein, donc c'est donc une vanne de régulation indépendante de la pression. On a tout simplement intégré le régulateur de delta P en vert avec la vanne de régulation de voie et on a mis tout ça dans une même vanne et on a ce résultat-là. Donc ça veut dire que là, on ne règle même plus la delta P dans cet exemple-là. Quelle que soit la variation de delta P, vous voyez, là, elle augmente, là, elle diminue. Mon débit, c'est la courbe noire, ça ne bouge pas. Voilà, ça c'est la PICV. Je vais revenir sur la présentation. Je vais remettre en plein écran, excusez-moi. Voilà. Donc on vient de voir l'autorité dégradée hein, d'une vanne de voie avec de l'équilibrage manuel. Donc oubliez l'équilibrage manuel en débit variable. Ce qui se passe sur un réseau aussi, bien entendu, si on prend un petit peu d'altitude ou de recul, on s'aperçoit que sur un réseau, comme je l'ai montré tout à l'heure en fermant des vannes de voie, c'est qu'il y a des variations de pression locales plus ou moins importantes et elles sont encore plus importantes lorsqu'on va en bout de réseau. Donc si là on avait fait un enregistrement d'une sous-station quelconque, hein, on voit que sur cette sous-station, ce qui lui rentre en pression disponible, il y a des fluctuations qui sont énormes, Donc bien entendu, ça, ce qui va se produire, c'est que fait la régulation dans un cas comme ça? Ces variations de pression peuvent engendrer des variations de débit. La régulation, si on a 50% de course, 40%, elle va toujours essayer de compenser ces variations de pression. Ça veut dire qu'en fait, la régulation, elle va pas seulement essayer de régler une température en fonction de la charge thermique, mais elle va aussi tout le temps être sollicitée pour vaincre des variations de delta P du réseau qui peuvent venir d'1 ou 2 kilomètres de distance. Donc là, ça veut dire qu'en termes d'usure de l'actionneur sur une vanne classique, l'actionneur il est toujours sollicité même si la température extérieure ne change pas parce qu'il y a des variations de charge sur le réseau. Donc d'où l'importance de supprimer ces variations de pression qui arrivent sur les sous-stations. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la sous-station indépendante, puisque c'est ça l'idée principale? Comment rendre la sous-station indépendante des autres? Tout simplement en lui mettant une vanne d'équilibrage automatique, par exemple un régulateur de delta P, c'est ça. On va donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, fixer une consigne de delta P sur la vanne motorisée. Et là, la partie verte, la vanne automatique, fait que la sous-station ne va plus du tout subir les variations de pression du réseau, puisque c'est la vanne automatique verte qui va tout prendre sur ses épaules. Donc ça, comme type de produit dans la gamme Virtus, qui est la nouvelle gamme qui est en phase d'introduction, elle s'appelle AFP2. Là, on est dans la démarche où on va équiper une sous-station qui peut être existante, qui peut être avec une vanne de voie déjà en place, de n'importe quelle marque, ça peut être aussi une marque d'Enphos, c'est très bien aussi. En tous les cas, c'est-à-dire qu'on peut faire sur une sous-station existante, ne pas toucher à la régulation, ne pas toucher à la vanne, et simplement lui ajouter cette régulation de delta P. Donc ça, on va déjà favoriser l'autorité de la vanne, puisqu'on va se retrouver pratiquement avec une autorité de 100%, et aussi éviter tout ce qui est cavitation, etc., etc. Bien sûr, limitation du débit, et delta P minimum à toutes les charges. Donc ce sont des vannes qui jusqu'au diamètre 250, PN16 ou PN25. L'autre solution, c'est de rendre la sous-station indépendante des autres, c'est toujours l'objectif. Tout simplement,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la petite animation Excel, eh bien, si ces deux vannes, on les combine en une seule, eh bien, on va obtenir une PICV. Alors, le sigle PICV, on le voit un petit peu partout. Je pense que vous savez ce que ça signifie. Ça veut dire Pressure Independent Control Valve. En français, c'est donc une vanne de régulation indépendante de la pression. Ça veut dire que c'est une vanne qui fait la régulation de température, donc qui est commandée par la régulation électronique de température, bien sûr, mais qui fait aussi l'équilibrage automatique à toutes les charges. Ça, c'est essentiel, que ce soit à toutes les charges. On n'est pas sur du statique, on est sur du dynamique. L'autre solution, bien entendu, c'est la PICV, c'est la vanne de régulation indépendante de la pression. Ça, c'est une solution, par exemple, quand on fait nos skids, quand on fait nos sous-stations, c'est directement la solution qu'on va adopter. C'est-à-dire qu'on va pas mettre une vanne classique et puis un régulateur de delta P, on va directement mettre une vanne indépendante de la pression, une PICV, parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, il y a moins en niveau encombrement, vous n'avez pas de vanne entre brides à mettre, vous n'avez qu'une seule vanne à mettre. C'est de la même façon du diamètre 65 au diamètre 250, on est basé sur les mêmes corps de vanne finalement. Elle s'appelle AFQM2. Alors pourquoi 2? Tout simplement parce qu'auparavant, nous avions depuis longtemps une gamme AFQM. Donc la gamme Virtus, c'est une évolution des gammes existantes qu'on avait. Donc ce cas de configuration, c'est typiquement dans du neuf, par exemple, alors que le cas précédent, ça aurait pu être un cas de rénovation. Alors si on revient sur le delta T, là on voit ce qu'on appelle l'efficacité thermique d'un échangeur, c'est-à-dire comment on peut moduler la puissance d'un échangeur par le débit. Puisque si on considère que la température primaire est de 90 degrés, bien sûr, on ne maîtrise pas ça. La manière de régler une puissance pour le secondaire, c'est de moduler le débit. Donc là, j'ai pris un régime de 90-70 degrés. La courbe de réponse, c'est ça. C'est-à-dire que si j'envoie un débit dans la sous-station de 50%, j'ai encore 75% de puissance. Vous voyez que ce n'est pas du tout linéaire. 25% de débit, j'obtiens 50% de puissance. Donc là, on va dire ça, c'est la régulation. Normalement, dans la plage de débit nominal, on va travailler dans cette gamme-là. Maintenant, ce qui peut se produire, on l'a vu tout à l'heure, admettons, et c'est relativement fréquent, qu'il y ait des surdébits sur cette sous-station parce qu'elle est équipée de vannes manuelles, qui n'a peut-être pas été réglée. En tous les cas, il y a une surpression du réseau, ça conduit à un surdébit. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'on pourrait dire qu'en triplant le débit, on va avoir beaucoup plus de puissance. C'est faux. C'est faux. Si vous regardez, j'ai triplé le débit. Dans ce cas-là, de ce régime de 90-70, j'ai une surpuissance éventuelle de 29%. Donc, ma puissance, elle n'est pas multipliée par 3, pas du tout. Donc, l'aspect de ça, c'est de dire déjà, tout le surdébit qu'on laisse passer ici, on ne va pas avoir beaucoup de puissance et surtout, ce débit risque de manquer à d'autres sous-stations. Ça, c'est déjà une problématique. On va être obligé d'engager plus de delta P de puissance au niveau de la pompe parce qu'on laisse des sous-stations au surdébit. La conséquence de ça, qui est assez problématique, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir à 70 degrés, en laissant passer beaucoup plus de débit, eh bien, on va revenir dans ce cas-là à une température beaucoup plus élevée. Donc, de ne pas maîtriser le débit va avoir un impact immédiat sur le delta T, sur la température de retour. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que la maîtrise des delta T passe par la maîtrise du débit. Alors, l'amélioration des températures de retour, c'est essentiel. Toujours température de retour, c'est la maîtrise des débits et à toutes les charges. Donc forcément, c'est quelque chose de dynamique. Donc forcément, la plupart du temps, c'est basé sur des membranes parce que c'est des choses qui sont très robustes. L'amélioration de la régulation. On peut penser que on investit dans une régulation. Là, c'est le petit boîtier qui est à droite, de marque, on s'en fiche à la limite. Une belle régulation, proportionnelle intégrale, PID ou ce qu'on veut, qui va régler une température de départ pour le secondaire. Sauf que cette régulation, elle ne peut pas tout résoudre. Elle ne peut pas résoudre des problèmes hydrauliques, c'est-à-dire par exemple des problèmes de cavitation, parce que la vanne de voie classique commence à se fermer, c'est elle, on l'a vu, qui se prend tout sur les oreilles. Il peut y avoir des vannes brillantes, la régulation ne sait pas gérer ça. Il peut y avoir des surdébits. On l'a vu tout à l'heure, le surdébit, elle va avoir du mal à le détecter puisqu'il n'y a pas beaucoup de surpuissance. L'autorité de la vanne, c'est pas elle, c'est pas la régulation électronique qui va les déterminer, et aussi une instabilité à très faible ouverture. Donc on voit que investir dans une régulation, on va dire la plus sophistiquée qui soit,
Si vous mettez derrière une vanne de régulation classique à équilibrage manuel, eh ben, vous n'allez pas avoir le résultat escompté. C'est comme si vous achetiez une voiture de sport, toutes les options, tableau de bord électronique, et puis dedans, sous le capot, vous mettez un moteur de tondeuse à gazon. C'est exactement la même image. Donc la gamme Virtus, bien sûr, on va remplacer cet aspect-là, vanne, équilibrage et régulation, qui vont être résolus par la gamme Virtus. Donc, effectivement, cavitation vanne bruyante, on l'a vu tout à l'heure. Dans le cas d'équilibrage classique manuel à gauche, vous voyez bien que là, en rouge, la vanne d'équilibrage manuel n'a plus du tout de perte de charge à faible débit. C'est donc la vanne de régulation de voix qui se prend tout dans les oreilles. Cavitation, bruit, et qui dit cavitation des usures. Hein. Il nous arrive assez fréquemment de voir dans des sous-stations des exploitants nous dire on change la vanne de régulation tous les 2 ans parce qu'elle est bouffée tous les 2 ans. Oui, c'est normal puisque c'est elle qui prend tout sur la figure. Donc la figure de droite qui est bien sûr en équilibrage automatique avec du dynamique, on voit bien que la partie verte, c'est tout le boulot de compensation que fait l'équilibrage automatique. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est juste un rappel, c'est qu'effectivement la régulation, même si elle a toutes les qualités du monde, en termes de détection de surdébit, elle ne sait pas faire. Par exemple, vous voyez là, là, vous voyez, je bouge la puissance de quelques 5%. Vous voyez que le débit évolue de manière très, très importante. Et cette évolution de puissance, je vous rappelle que ça correspond à une température au secondaire, une évolution de température de 1, 2, 3 degrés. Donc, c'est pour ça que la régulation, elle va avoir du mal à détecter cette variation de température, si la sonde est mal placée, etc. Par contre, la conséquence, c'est toujours des grandes variations de débit. Donc, absolument une non-maîtrise de la température de retour. Alors, un petit peu d'hydraulique. On est toujours dans l'hydraulique, mais par exemple, comment limiter un débit? Tout simplement, un organe de régulation hydraulique, c'est un passage. Les caractéristiques d'une vanne, c'est le KV. C'est-à-dire le KV représente le passage d'une vanne. En gros, si on a une petite vanne, elle sera caractérisée par un petit KV. Si on a une grosse vanne, elle sera caractérisée par un gros KV. C'est l'inverse de la résistance. Le KV, c'est le débit divisé par la racine de delta P. Donc, si on prend la delta P en bar et le débit en mètres cubes par heure, si je prends une delta P de 1 bar, racine de 1, c'est 1. Donc, on peut aussi dire que le KV, ça représente en fait le débit d'une vanne qui passerait si on lui soumettait 1 bar de delta P. C'est la définition du KV. Si on regarde maintenant la même formule m'exprimer différemment, donc le débit, c'est bien le KV, ça c'est connu, c'est la vanne, multiplié par la racine de delta P. Tout ce que je viens de vous dire, c'est que en fait, nous, on va limiter la delta P. Donc, si on limite la delta P, forcément, le delta P ne bouge pas, le KV étant connu, on limite le débit. Donc, on voit tout simplement que la manière de limiter un débit, c'est toujours une limitation de la delta P, très simplement. Donc, ce qu'on utilise de manière très très courante et qui a fait ses preuves depuis des dizaines et des dizaines d'années, effectivement, le régulateur de delta P, c'est la plupart du temps un régulateur à membrane parce que c'est ce qu'il y a de plus robuste, c'est très stable, il n'y a pas d'organe électrique dans les versions de base, et ça, c'est des solutions qui sont extrêmement éprouvées depuis des années et des années. Donc, voilà comment on limite un débit simplement en s'assurant d'une maîtrise de la delta P sur la vanne. Un autre point intéressant, puisqu'on est vraiment dans la régulation, si on regarde la courbe de régulation d'une vanne, là, ça pourrait être une caractéristique égale pourcentage. Et bien, vers la fin de la course, vous voyez, on est pratiquement en fermeture. Là, on a fait un petit zoom. Vous voyez, dans cette partie-là, on arrive en dessous d'une certaine ouverture, un certain débit, un certain KV, où on est complètement instable. Donc ça, c'est vraiment vers la fin ou au début de l'ouverture de la vanne, là, on est complètement instable. C'est ce qu'on va appeler le KV minimum contrôlable. Alors nous, on l'appelle rapport de réglage, il y a d'autres plages de régulation. En anglais, ça s'appelle rangeabilité. En tous les cas, ça représente la finesse de la vanne. Et ça, vous verrez toujours ce ratio ici sur les fiches techniques des fabricants de vannes. Donc sur nos vannes, on l'indique également, sur les vannes de régulation. Un ratio de 30 par 1, 50 par 1 ou 100 par 1. Ça veut dire que si on prend un ratio de 30 par 1, arrivé à 1/30e du débit maxi, là, on entre dans une zone où on est plus stable. Donc, une vanne qui serait meilleure, c'est une vanne qui est à 50 fois. Donc, ça veut dire qu'à 2%, là, on entre dans la zone difficile. Une très bonne vanne,
le ratio est de 100 par 1, c'est-à-dire que là, entre le KVS et le débit minimum où on devient incontrôlable, là, on est à 1 centième. Donc, à peu près 1 centième du débit maxi, on devient instable. Donc, forcément, quand vous regardez ça, bah, la meilleure vanne, c'est celle qui a la plus grande finesse, c'est celle qui a le rapport de réglage le plus important. Alors, influence de la température de réglage sur la température de retour. Là, on a fait une simulation, donc en jouant, vous voyez, avec des vannes avec un ratio de 25, par exemple, ou de 50, ou une vanne encore meilleure, un ratio de 100, un rapport de réglage. Là, on a fait exprès d'aller en fermeture, donc dans cette zone ici, et on l'a fait pomper. Vous voyez, en rouge, c'est celle qui a un mauvais ratio, en bleu, c'est un petit peu meilleur, et celle qui a un ratio de 100, elle arrive à se stabiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la température moyenne de tout ce pompage, eh ben, avec la mauvaise vanne, on a un retour qui est moyennement plus haut que si on avait une vanne meilleure. Donc, une vanne meilleure va toujours avoir un meilleur résultat sur le delta T. Bien sûr, si on augmente le débit, donc on est dans cette zone-là, ici, là, il n'y a plus de différence. On va dire là, on n'est pas dans la zone critique. Hein. C'est toujours lorsque la zone approche ici de la fermeture qu'on va avoir ces phénomènes de pompage. Donc, toujours ce ratio de contrôle, cette rangeabilité, c'est toujours indiqué dans les vannes, mais il faut que ce soit le meilleur possible. Le rapport de réglage basique, vous l'avez vu, là, on met un régulateur de delta P, on fixe la delta P sur la vanne. Le ratio, il est exprimé par, tout simplement, puisqu'on fixe la delta P, c'est constant. Le ratio, c'est Qmax sur Qmini. Ça dépend directement du choix de la vanne que vous allez mettre ici. Si vous mettez un ratio de 100, vous avez une rangeabilité de 100 par 1. Maintenant, on pourrait dire, on peut l'augmenter. Ça, c'est des solutions qui existent depuis très longtemps. Et ben, on met deux vannes. Par exemple, on met une vanne en diamètre 65 et puis une vanne en diamètre 80. Là, vous créez en fait une cascade. Donc, vous utilisez la petite vanne pour travailler plus finement dans les faibles débits et puis vous augmentez, plus vous passez sur la cascade en engageant la deuxième vanne. C'est des solutions qui existent mais qui ne sont pas très adoptées, mais c'est tout à fait possible. C'était déjà possible avant. Donc, ces deux vannes sont à delta P constante parce qu'on a mis quelque chose. Là, c'est satisfaisant. Par contre, bon, c'est peu appliqué parce que ça impose deux vannes. Donc, on peut changer sur une vanne de voie, si on regarde ce schéma classique, la même vanne, ben, si on change la delta P qui est soumise, qui est appliquée à la vanne, on peut lui faire changer de débit, c'est-à-dire qu'on peut changer sa capacité. Donc là, on voit qu'à 0,5 bar, on va avoir un débit maxi de 30 mètres cubes. Donc, on pourrait la faire travailler à 0,5 bar lorsqu'on est proche de la fermeture et se dire, ben, lorsqu'on veut engager tout le débit, on va plutôt travailler à 4 bars. Et ben, c'est l'idée, effectivement, de l'autoréglage local. C'est-à-dire que là, on ne fixe plus un delta P fixe, mais on va avoir un delta P variable. C'est le principe de iSet et d'iNet. Donc, on va avoir une régulation ici de la pression. Donc, si on prend une vanne VFM2, c'est une vanne classique de chez nous avec un ratio de 100. On a un régulateur de delta P qui va aller de 0,2 à 1,5 bar. Ce qu'on va regarder, c'est que si on lui applique, voilà, si on lui applique 1,5 bar, on voit que le débit maxi, eh ben, il est de 122 mètres cubes par heure. Le débit mini, eh ben, c'est 1 centième, c'est 1,22. Ça, c'est les conditions débit maxi. Et si on lui applique maintenant une delta P plus faible, excusez-moi, on va lui appliquer 0,2 bar, et bien là, on travaille sur une plage de débit différente, bien entendu. On va aller de 0,45 mètres cubes à 45. Donc, on voit que si on sait faire varier cette delta P sur la vanne, on joue entre un débit de 0,45 et de 122 mètres cubes par heure. Et bien, le ratio, le rapport de réglage, là, il devient 274. Donc, avec la même vanne, tout simplement en changeant la delta P sur la vanne, on va augmenter de manière considérable la finesse de la vanne. Et c'est ça l'intérêt d'avoir des régulateurs de delta P avec delta P variable, donc qui sont basés sur nos systèmes iSet ou iNet. Le système iSet, c'est une optimisation locale de la sous-station. C'est-à-dire que là, on va jouer uniquement sur la sous-station. On va regarder son signal 0,10 volts, qui va être une copie du signal qui est sur le moteur. Et tout simplement, vous regardez que par exemple, là, le seuil 0,10 volts, quand on commence à descendre en dessous d'un certain seuil d'ouverture de la vanne, il y a un moment, il peut se mettre à pomper. C'est ce qu'on va détecter par le système iSet. Et lorsqu'on va commencer à pomper, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est très bien en vanne presque fermée, et bien, ce que va faire le ressort, eh bien, on va tout simplement le relâcher un petit peu
pour donner moins de pression. Donc, on va changer la consigne de la delta P. Ce faisant, on va ressortir de la plage un peu délicate de la vanne de régulation, puisqu'elle va avoir tendance à se rouvrir pour récupérer son débit. Donc, récupérer une zone où il n'y a plus ce pompage. Donc, c'est ça l'idée de i7. L'autre solution, c'est l'optimisation à distance de la sous-station. Toujours, on utilise le régulateur de delta P. Simplement, là, on est en iNet. Ça veut dire qu'on va utiliser non pas une commande locale, mais une commande qui va arriver d'une supervision. C'est-à-dire qu'on va pouvoir anticiper, de dire, tiens, telle sous-station, je sais que par exemple, elle va être très peu en demande, je peux tout à fait, de manière préventive, lui envoyer moins de delta P, c'est-à-dire moins de débit, etc. Donc ça peut être pour soulager les pics. Ça peut aussi être une anticipation de prévision météo ou des nouveaux raccordements. Donc là, on est dans l'iNet, on est dans la gestion beaucoup plus globale, en amont. Si on compare ce que je vous ai présenté tout à l'heure, effectivement, la solution traditionnelle qu'on voit peu en France, si on applique une solution où on fait varier la delta P avec une vanne de delta P séparée, en termes de coût, on est à moins 28%. Et si on prend une PICV, une vanne indépendante de la pression, on est à moins 30%. Donc les produits, en quoi consiste-t-il? Le régulateur delta P, c'est une vanne, un régulateur à ressort et membrane. Si on fait l'ensemble, nous avons l'ensemble combiné avec différentes plages de réglage, bien sûr, de 0,1, 35 à 1,5 bar. Je ne vous ai pas mis toute la gamme, on choisit le ressort en fonction de l'application. Si on lui ajoute le petit actionneur qui va faire bouger le ressort, là, on entre dans la famille du régulateur de delta P variable avec i7 ou iNet. Et si on regarde la PICV, on a deux gammes. On a l'AFQM classique avec une delta P constante et on a l'AFQM P où on va pouvoir lui mettre la même fonction d'avoir une régulation de delta P variable pour pouvoir augmenter le rapport de réglage, la finesse de réglage de la vanne. D'autant plus importante, je dirais la finesse, que vous avez des grandes variations de charge. Par exemple, typiquement sur de l'eau chaude sanitaire. Voilà, donc ce qui caractérise la nouvelle gamme, c'est du diamètre 250, on peut aller jusqu'à 250 mètres cubes par heure. On peut réduire le coût tout simplement parce qu'on a augmenté les débits par rapport au diamètre, par rapport à notre ancienne gamme. On a beaucoup plus de débit. On a travaillé sur les dimensions, c'est-à-dire qu'on a essayé de rendre ça plus compact. C'est pareil, au niveau dimension, on est jusqu'à 20% moins encombrant, plus compact. En termes d'orientation, il n'y a pas de contrainte, on peut la mettre dans tous les sens, donc ça c'est très flexible. L'optimisation des sous-stations, c'est juste un rappel pour vous dire que la solution i7, donc de digitalisation, est surtout faite en local pour la sous-station. On va améliorer la durée de vie des composants, etc. Alors que si on prend l'iNet, on est plutôt sur la gestion niveau production, une gestion centralisée, où là, on va s'adapter aux différentes variations de charge, l'extension de nouveaux réseaux, et là, on va aligner la puissance de distribution en fonction de la consommation. Alors là, je vais vous passer un film, je pense que ça devrait, excusez-moi, je vais le lancer. Il devrait y avoir un film apparaître. Alors, je fais une film de 2 minutes. Donc, on va faire un zoom sur une sous-station, un ensemble, un réseau collectif, la sous-station. Alors, on va mettre donc la vanne de delta P. Avec son régulateur de pression différentielle. Si on regarde comment on règle un débit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'Excel, c'est en jouant sur la consigne de delta P sur la vanne, on va régler le débit, donc en s'aidant du débitmètre. Ça, c'est le débit maximum. Si on regarde au niveau fonctionnement, vous avez bien compris que dès l'instant que la pression en amont varie, la vanne se ferme, la delta P change. Le régulateur de delta P va faire la delta P plus 0,1 soit plus. On voit que le régulateur de pression à gauche, c'est lui qui agit, c'est lui qui compense. Ça, je peux ça diamètre 250.
sur des vannes en général qui s'amortissent très très vite et qui en plus vous soulagent d'un nombre de problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc là, je vais revenir, si je peux. Normalement, je vais revenir sur la présentation. J'espère que vous la voyez. Voilà, excusez-moi. Donc, il nous reste quelques minutes. Voilà, donc ce que je voulais vous dire en termes de conclusion pour ma partie, avant de passer la parole à Frédéric, c'est tout simplement que si on prend la sous-station, tout ce que je vous ai dit là, c'est d'une part l'équilibrage manuel en débit variable, vous pouvez oublier. Ça n'a pratiquement, enfin, ça n'a pas de fonction en débit variable. Donc, oubliez ça. Première chose à retenir. Deuxième chose, la régulation électronique, si bonne soit-elle, ben c'est pareil, elle ne peut pas résoudre des problèmes que l'on trouve sur l'hydraulique, des problèmes hydrauliques sur la vanne, sur le primaire. Et troisièmement aussi, retenez aussi que la pompe de circulation, la pompe centrale au niveau production, elle n'est pas là pour gérer l'hydraulique locale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas faite pour faire de l'équilibrage. De l'équilibrage, c'est forcément délocalisé. Donc, si c'est délocalisé, c'est pas une action centralisée qui va faire la solution. C'est forcément du local. Et le local, bien entendu, c'est la solution. Vous faites sauter toutes ces problématiques en mettant une vanne d'équilibrage automatique de style Virtus. Donc voilà pour ma partie. Je vais passer la main à Frédéric Chérel pour la dernière partie. Merci Thierry, merci beaucoup pour cette présentation très technique, très intéressante. J'espère qu'elle elle aura été pour vous aussi très intéressante. Sachez que on sera bien entendu derrière vous pour vous accompagner pour si vous aviez des projets ou vous voulez maintenant faire positionner ces vannes, de nouvelles vannes d'Enphos Virtus. Je reprends un petit peu le relais de Thierry, voilà, simplement pour vous donner quelques informations. Sachez que aujourd'hui, nous avons, et depuis maintenant 6 mois, ouvert un site dédié donc à la prescription, qui est un site vous permettant donc de récupérer, parce qu'en fait, on a inséré à travers ce site une bibliothèque de fichiers au format BIM, donc qui sont téléchargeables par tout le monde, il n'y a pas de souci. Vous avez également la possibilité donc de retrouver l'ensemble de nos logiciels à l'intérieur. Je vais vous parler peut-être de logiciels pour les échangeurs, Brasé, si vous avez besoin de faire une petite étude. C'est un site qui vous est dédié, donc la possibilité donc bien entendu de vous inscrire, vous avez un espace de stockage sur vos projets qui sont dedans, qui seront pour vous. Si vous décidez de travailler sur un projet, on pourra très bien le stocker à l'intérieur de ce site. C'est un espace, vous pouvez ajouter bien évidemment des fichiers à l'intérieur, en télécharger également. Et vous retrouverez aussi toutes nos fiches de dimensionnement. Si vous avez des projets de sous-station, à l'intérieur, vous pourrez télécharger ce fichier et nous le renvoyer avec vos éléments techniques de pression, de puissance, de régime de température. Et également, donc, pour la suite de notre lancement de notre gamme Virtus, donc un site Virtus français dédié à la France, où vous retrouverez à l'intérieur donc virtus.danfoss.fr, où vous retrouverez l'intégralité donc des produits dédiés à cette gamme, mais également la documentation, pardon, les bénéfices, comment ça marche, etc., etc. Voilà, on a presque terminé. Voilà, il me restait 1 minute donc pour finir et commencer à voir ensemble les questions-réponses qu'on va pouvoir vous répondre en live. Thierry et moi et toute l'équipe d'Enphos, on vous remercie bien évidemment de votre participation à ce webinaire. On espère que vous l'aurez trouvé utile pour vous et qu'on pourra dans le futur avoir peut-être des projets ensemble pour qu'on puisse vous accompagner bien évidemment sur la gestion de l'optimisation des delta T. C'est quelque chose qui est très très important dans les réseaux de chauffage urbain. Donc voilà, aujourd'hui, on est prêt à vous accompagner sur ce genre de produit. Voilà, il est 44. Je peux recevoir des questions et Thierry ou moi allons y répondre. Si vous avez des questions, allez-y.
Pas de questions pour le moment. J'ai l'impression que ça avait l'air clair pour tout le monde. Dans tous les cas, sachez que vous recevrez Et Fred, je donc à vois la plein de suite de ce questions. webinaire. Donc, Quelqu'un qui me dit que c'était très bien, mais ah, ça c'est normal, on a l'habitude. Tu sais, moi, enfin, il y en a une il y en a une qui dit, bah, pourquoi on parle pas du secondaire? Bah, évidemment, là, j'ai fait abstraction du secondaire. Ça veut pas dire qu'il faut pas équilibrer le secondaire. Je veux dire, à chose égale, par ailleurs, si on dit le secondaire n'est pas très bien équilibré, déjà, tout ce qu'on vient de dire, c'est que on peut déjà faire au niveau primaire de grands pas sur une amélioration. Effectivement, si on parle d'hydraulique au niveau primaire, on peut aussi en parler du secondaire. Donc la problématique reste la même. Dans tous les cas, c'est complémentaire. On peut déjà traiter le primaire, supprimer toutes les problématiques qu'on a, et ensuite travailler le secondaire plus tard. Mais c'est pas incompatible, hein. Je dis pas qu'il faut pas faire l'équilibrage secondaire. Les deux doivent être faits. Mais en tous les cas, si on peut pas faire les deux, bah, commençons par agir à droite ou à gauche de l'échangeur. alors, j'ai une question qui vient d'arriver. Quel est le coût d'une Virtus? Alors, le coût d'une Virtus, hein, le coût d'une vanne. Alors, encore une fois, hein, le Virtus, c'est le nom du programme qui est dédié donc à cette nouvelle de vanne, pardon. Effectivement, il est légèrement un peu plus cher que les vannes classiques, on va dire, puisqu'on on incorpore, comme Thierry l'a présenté, ben, différents ressorts, différentes possibilités d'aller chercher de la finesse et d'ajuster la delta P. C'est légèrement pour ça. Alors, on faudra le faire au cas par cas. Je vous dirais qu'on pourra faire des chiffrages au cas par cas, mais c'est légèrement un peu plus cher qu'une vanne PICV normale. Oui, Frédéric, si tu permets, c'est ce que je dis souvent lorsque je fais des webinaires, des séminaires sur l'hydraulique. Si on compare une vanne classique et une vanne PICV, on ne parle pas de la même chose. La vanne classique, on n'a pas de maîtrise des débits, pas de maîtrise des LTT, et là, on parle de quelque chose qui offre tout. Donc, faut partir du principe que même si c'est un tout petit peu plus cher, la différence entre quelque chose qui fait quelque chose de mauvais et quelque chose qui est bon, c'est énorme. C'est pour ça que je parlais du temps de retour sur investissement qui est très bref. Hein, ça peut être dans l'année. Hein. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. J'avais une question, Thierry, également. Comment fonctionne la régulation avec une vanne PICV AFQM2? Comment fonctionne la régulation? Ça veut dire la régulation électronique, je suppose. Oui, oui, Bah, oui. ça change rien. Encore une fois, la régulation électronique, tout ce qu'elle voit, c'est une température secondaire. La plupart du temps, une température secondaire. Après que la vanne pompe, qu'elle siffle, etc., la régulation ne le voit pas. Donc tout ce que fait la régulation delta P, c'est soulager la vanne. Ce faisant, lorsqu'on soulage la vanne, et ça je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, au lieu que la régulation tout le temps essaie de moduler sa vanne, enfin d'agir sur la vanne, le moteur pour réagir à des variations de pression, là elle le fait plus puisque c'est la membrane qui va tout compenser. Ça veut dire que, en fait, la régulation de delta P va extrêmement soulager le fonctionnement de la régulation. Donc, il n'y a aucune incidence, elle ne le voit pas. Hein. Elle ne voit pas, c'est la vanne, enfin, la vanne de régulation, non, excusez-moi, la régulation ne voit pas s'il y a une vanne manuelle, elle ne voit pas s'il y a une vanne automatique, elle voit juste un résultat de température sur le départ. Alors, j'ai une petite remarque quand même, vous pouvez toujours améliorer une régulation de température déjà avec une sonde de retour. Ça dépend des pays. Il y a des pays en Europe centrale où c'est très répandu. La sonde de retour aide déjà un petit peu à améliorer le fonctionnement. Mais en tous les cas, la vanne va toujours caviter. Donc la régulation, elle ne le voit pas. Elle voit juste un résultat de température, mais elle ne sait pas si c'est fait avec, comme tout à l'heure, un moteur de tondeuse ou un moteur de Formule 1. En amont, elle ne le voit pas. Très bien, j'ai une autre question. Je pense qu'elle provient de nos équipes et de nos collègues du segment variation de vitesse. Est-ce que nos vannes sont compatibles avec l'utilisation des variateurs sur la pompe de circulation? Y a-t-il un intérêt de coupler les deux, vanne Oui, non, PICV ça, plus c'est aussi des variateur? questions que j'ai régulièrement, y compris sur le secondaire. Ça n'a rien à voir. Enfin, je dirais que ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir une pompe à vitesse fixe et de l'équilibrage manuel ou de l'équilibrage automatique. Ça change rien. La seule différence de la variation de vitesse, c'est que vous allez pouvoir fixer on va dire une consommation, enfin une delta P, donc une consommation électrique en fonction du besoin. Donc ça veut dire que ça n'a aucune incidence. La question toujours, c'est localement, où va se trouver la delta P? Est-ce qu'elle se trouve sur la vanne de régulation et la vanne manuelle ou est-ce qu'elle se trouve sur la vanne de régulation et la vanne automatique? Et c'est là où ça va bouger au niveau local. Mais vu de la pompe, elle ne voit pas s'il y a des vannes manuelles ou s'il y a des vannes automatiques. Elle, ce qu'elle voit, c'est un résultat global. Les pompes, elles peuvent siffler, peuvent faire ce qu'elles veulent. Elle, la pompe, elle gère juste, on va dire, en plus, c'est même pas un débit, elle gère une delta P de départ. C'est la delta P en fonction du réseau qui va bouger, qui va
qui va fluctuer. C'est ça que va prendre en charge la vanne de delta P. Et si on ne met pas de vanne de delta P, la vanne manuelle à débit variable, il n'a plus de perte de charge. C'est la vanne de régulation qui se prend sur les oreilles. Et ça, la pompe ne peut pas le voir. Donc, c'est parfaitement compatible. Alors après, en gestion de pompe, effectivement, il y a des systèmes qui sont plus ingénieux. La question principale, sur des réseaux de chaleur ou de froid d'ailleurs, c'est est-ce que je règle une delta P sur la pompe, c'est-à-dire en production, ou est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'aller régler la delta P en bout de réseau? Je ne vous donne pas la réponse, si je peux vous la donner, mais intéressez-vous au réseau de grande longueur et vous verrez, alors lorsqu'il n'y a qu'une seule pompe, bien entendu, c'est le plus facile, vous verrez qu'il est, lorsque vous équipez bien sûr toutes les sous-stations de système compensés, donc automatiques avec des membranes, il va être plus judicieux en termes d'économie d'énergie électrique d'aller mettre le capteur en bout de réseau. Tout simplement, n'oubliez pas que la pompe, c'est pas parce que vous allez faire varier sa vitesse, elle va pas faire varier le débit, la pompe, hein, pas du tout. C'est toujours les vannes terminales, c'est-à-dire les échangeurs en l'occurrence, qui font varier le débit. C'est eux qui décident du débit. La pompe, elle génère une delta P et cette delta P peut être gérée de manière plus ou moins intelligente en fonction de l'emplacement du capteur. Donc les deux ont forcément une complémentarité. L'un est central, l'autre est local. Merci Thierry. J'ai une autre question. Sur un réseau, faut-il mieux avoir une delta T de 20 degrés en régime 90-70 ou un delta T de 15 degrés en régime 85-70? Là, c'est quoi? C'est peut-être plutôt une question sur l'efficacité thermique d'un échangeur. Alors bon, effectivement, je suis passé assez rapidement sur le petit fichier Excel avec l'efficacité thermique d'un échangeur. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous dimensionnez un échangeur avec un faible delta T nominal, plus il sera difficile à contrôler par le débit. Donc imaginez que vous ayez la très mauvaise idée de faire un échangeur avec un delta T nominal de 5 Kelvin, 5 degrés. Ça veut dire que cet échangeur est pratiquement pas contrôlable par le débit. Donc vous avez toujours intérêt à dimensionner, travailler sur des delta T plus importants. C'est ce qui va donner en fait une meilleure courbe, une meilleure réglabilité par le débit. N'oubliez pas qu'on règle la puissance d'un échangeur par le débit, par une vanne qui va régler le débit. Très bien, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de clore ce webinaire? Alors, est-ce que vous avez des CCT types pour la prescription? Alors, vous avez effectivement, on va retrouver donc à l'aide de notre outil, le portail des. Alors Thierry, tu me dis c'est le portail qu'on a qui est dédié à la prescription. Vous retrouverez bien évidemment tous ces modèles et types et questions-réponses que vous attendez pour ces. Oui, et les textes CCTP, c'est souvent des fichiers, enfin c'est un fichier Word ou format Excel si on veut. C'est des choses que l'on donne Très bien. J'ai une aux question qui me partenaires et aux demande aussi, clients. nous sommes intéressés par les collectivités, bien évidemment, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, ce que je voulais dire, tout ce qu'on vient de dire, c'est tout ce qui est réseau de chaleur. Ça peut être aussi des grands réseaux, enfin de froid, des aéroports, Orly, Roissy, il y a d'énormes réseaux de froid. Dans toutes les grandes villes, il y a des réseaux de chauffage plutôt, ou d'autres réseaux de froid dans d'autres villes. Ça s'applique partout. La maîtrise des débits, c'est ce qui va vous apporter en termes d'investissement un temps de retour très très rapide et qui va se faire sauter tout un tas de problèmes. Tout à fait. Donc, à l'issue de ce webinaire, on vous enverra bien évidemment l'adresse, le lien pour vous connecter donc au Danfoss Design Center, hein, qui est notre DDC, hein, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, excusez-moi. Mais vous pourrez recevoir donc le lien et pouvoir vous inscrire et naviguer à travers ce site qui est vraiment dédié à la prescription et qui va vous permettre, voilà, comme je disais tout à l'heure, de télécharger aussi, de voir l'ensemble des fichiers BIM qu'on a à disposition sur ce site, également travailler un projet, retirer de la documentation, etc. etc. Une dernière question. Comment réaliser le réglage et la mise en service? Alors, la mise en service, ce genre de vanne, Thierry, tu peux répondre? Ouais, tout à fait. Je dirais tout dépend. Vous avez vu qu'il y avait, enfin, une vanne PICV par exemple, c'est extrêmement facile, hein. On tourne un écrou, on regarde le débitmètre et on a le débit, c'est réglé. Après, l'actionneur, c'est un actionneur électrique, donc on fabrique tout, on fabrique les actionneurs et les vannes. L'actionneur, on sélectionne 0,10 volts, ce qu'on veut en fonction de la régulation. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites par l'exploitant, l'installateur, hein. Et effectivement, on a aussi une possibilité, si on part sur du high-set ou du high-net, où là, il y a le petit actionneur sur le ressort, là, on va peut-être préférer accompagner plus le client ou la mise en service, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on peut bien
sûr offrir. Mais je dirais que ça dépend du niveau de l'exploitant, bien sûr, de sa connaissance, si c'est un client qui a déjà installé ces vannes-là. Mais les deux font, ça peut être fait tout seul ou ça peut être fait avec notre aide. Voilà, et je précise également qu'il n'y a pas besoin de valide spécifique pour régler nos vannes indépendamment de la Non, pression, non. hein, puisqu'on est, En général, il y a un on est sur. débitmètre sur une Voilà, utilisation. donc on se sert bien Facile. évidemment de la lecture du compteur d'énergie généralement pour affiner et venir caler le débit qu'on souhaite. Donc toutes ces nouvelles générations de vannes n'ont plus besoin d'avoir de balises particulières pour aller faire des réglages comme Mais tirer il la n'y a plus de propriété. campagne de mesure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a Voilà, réglé une vanne, une sous-station, on n'y revient plus, puisque c'est de l'équilibrage dynamique. Ça, c'est un gain de temps incroyable. voilà, ben, il est temps, je n'ai plus d'autres questions. En tout cas, encore une fois, Thierry et moi et l'ensemble de l'équipe d'Info Chauffage vous remercions pour avoir participé à ce webinaire. Vous retrouverez bien entendu à vos demandes l'intégralité de ce webinaire en replay, hein, il n'y a pas de souci. Et on reste à votre disposition pour toute autre question qui peut venir à la suite. On se chargera de vous y répondre rapidement. Merci beaucoup. Une très très bonne journée à vous tous et à très très bientôt. Merci, au Merci. revoir, Au revoir. À bientôt. à bientôt.